Bonjour et bienvenue au podcast Ça me parle avec Samuel Bouchard, une présentation de Production Sommet. Le premier épisode de la saison 2, je suis vraiment content, vraiment motivé, vraiment excité pour cette nouvelle saison. La pause a fait du bien, mais je suis content d'être de retour. Vous verrez autour de moi, c'est différent, le décor a changé. Avant, j'étais chez Physio Multisoin, je les remercie. Aujourd'hui, je suis au Centre des arts d'Edmundston. Un grand merci à l'équipe de m'accueillir et de m'aider avec ce projet-là. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur le Centre des arts, ça se passe sur leur site internet artsedmundston.ca, artsedmundston.ca. Sinon, il y a un décor, là. Il y a des chaises, il y a des plantes, il y a encore ma TV, j'ai ramené ma TV, puis une étagère, il y a vraiment un beau décor qui est présent, là, qui est là aujourd'hui. Puis ça, c'est grâce à Amélie Nadeau, décoratrice chez Gauvin Déco Design. Merci Amélie, j'apprécie grandement. Ça a été super le fun de travailler avec elle. L'invité aujourd'hui, Zach Anderson. Zach Anderson, qui est un des 4 fondateurs de Piquetta Systems. Piquetta Systems, eux autres, ils ont créé un produit qui permet aux agriculteurs de scanner les plantes dans leur culture pour voir s'il y a des déficiences, voir s'il manque quelque chose. Là, c'est sûr que je résume, Zach va l'expliquer mieux que moi. C'est vraiment impressionnant comme produit. Zach nous explique comment on fait pour bâtir une start-up, comment on fait pour commencer une start-up dans le monde de la technologie, de l'agriculture, surtout dans son cas. Comment on fait pour travailler avec des investisseurs ou des firmes d'investisseurs? On parle aussi de la culture Brayonne. C'est un nouveau segment dans le podcast. La culture Brayonne, il nous explique un peu pourquoi lui, il revendique l'identité Brayonne. Pourquoi il dit que lui, ça lui revient. Vous allez voir, c'est bien intéressant. Une belle réponse par rapport à ça. Fait que vraiment content pour un très bon début de saison. Fait que je suis très, encore une fois, motivé, reconnaissant. Merci encore d'être là. Bonne écoute. Le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat régional avec Samuel Bouchard. Voici le podcast Ça me parle. Avant d'aller plus loin, un grand merci aux commanditaires de l'épisode Beaulieu Plumbing and Mechanical. Depuis 1984, Beaulieu Plumbing and Mechanical, c'est le choix de confiance des familles et des entreprises d'ici. Pourquoi? Parce qu'ils traitent chaque projet avec la même priorité, régler le problème puis trouver une solution comme si c'était chez eux. Plomberie, chauffage, réfrigération, ventilation, géothermie, propane, gaz naturel, équipement de cuisine commercial, tuyauterie industrielle, peu importe votre besoin, leur équipe expérimentée est là pour la vente, l'installation, puis l'entretien en résidentiel, commercial et industriel. Puis pour votre confort à l'année, dans votre maison ou même dans votre entreprise, ils sont concessionnaires agréés Mitsubishi Electric. Fait que c'est des thermopompes qui sont fiables, sont installés par des gens d'ici, pour des gens d'ici. Avec Beaulieu Plumbing and Mechanical, vous obtenez un service qui est rapide, professionnel, puis sans problème. Parce que pour eux, c'est important de vous offrir la tranquillité d'esprit puis du travail qui est bien fait. Donc pour les rejoindre, appelez-les au 506-739-2030 ou visitez bpm.ca. Un grand merci aux commanditaires de l'épisode d'aujourd'hui, Beaulieu Plumbing and Mechanical. Donc comme d'habitude, je vous mets un peu en contexte sur qui est l'invité. Zach, il a grandi à Edmundston, au centre-ville. Il a fait des études en génie électrique à UNB. C'est son projet de fin d'études qui a propulsé sa carrière d'entrepreneur. C'est un des 4 fondateurs de Piquetta Systems. Piquetta Systems a créé une plateforme qui permet l'analyse des plantes en temps réel. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que les agriculteurs ils peuvent connaître les besoins en nutriments de leur culture en quelques secondes. Fait que par exemple, un fermier va dans son champ, prend des plantes, il va les mettre dans le système, puis en quelques secondes, il sait si, par exemple, ça a besoin d'azote ou autre. Allô, Zach? Oui, monsieur. Comment ça va? Ça va bien, vous? Tu peux me tutoyer, OK. Fait que, bienvenue au podcast. Je suis content vraiment de te recevoir. C'est un plaisir. Écoute, j'explique un petit peu, là, mais rapidement, peux-tu me dire comme en quelques phrases, quelques mots, qu'est-ce que vous faites? Puis c'est quoi votre mission surtout? Là? Pas juste ce que vous faites, mais la mission de Piquetta Systems. Ouais, je pense qu'une bonne façon de présenter ça, peut-être, c'est de commencer avec le pourquoi on le fait. Fait que dans le fond, notre but, c'est de changer la façon que l'agriculture se produit, la façon que l'agriculture est faite par l'entremise de la technologie. Fait que dans le fond, il y a des fondateurs, des gars que j'ai commencé à l'accompagner avec, qui ont un background en agriculture. Puis je pense que c'était un peu ça la drive au début pour la compagnie. Fait que c'est changer la façon que l'agriculture est faite
parle d'entremise de la technologie. Puis c'est quelque chose qu'il y a beaucoup d'autres compagnies dans le domaine qui font. Mais c'est ça notre pourquoi. La façon dont on le fait, nous autres, spécifiquement, c'est qu'on a identifié un problème dans la façon que les producteurs appliquaient de l'engrais dans leurs champs. Fait que dans le fond, le système traditionnel, ça serait peut-être de déterminer une recette optimale pour tes engrais, d'appliquer tes engrais au début de l'année puis de te croiser les doigts. Puis là, ça, c'était au début quand les engrais ont sorti. Puis à mesure que la technologie a avancé puis les engrais ont devenu de plus en plus spécifiques. En quelle année, ça, là, cette méthode? Écoute, les engrais commerciaux, je dirais que c'est après la Deuxième Guerre mondiale que ça a commencé à venir vraiment central à l'agriculture. Fait que là, depuis les années 50, peut-être que l'agriculture dépend sur les engrais commerciaux. Puis je pense que c'est quelque chose qui s'en ira jamais. Fait que c'est pour ça que notre but, c'est de changer la façon dont ils sont appliqués. Fait que c'est ça, la façon traditionnelle, c'est tu fais ta recette, tu appliques, tu espères. Puis là, il y a des producteurs qui se sont dit, mais peut-être qu'il y a une autre façon. Des agronomes qui ont dit, OK, ben on va faire des études, on va déterminer les vrais besoins d'une année à l'autre. Puis un des outils qui se servent dans ce processus-là, c'était de prendre un échantillon dans leur champ, envoyer l'échantillon au labo, attendre que les résultats reviennent, puis se baser sur ce résultat-là pour ajuster leurs engrais. Entre autres, c'est qu'est-ce que mon cofondateur Dominique Lévesque de Saint-André faisait. L'été, sa job, c'était de se promener dans les champs alentour de Saint-André, Grand-Sault, Drummond, ramasser des échantillons dans les champs à tous les producteurs, puis envoyer ça au labo pour eux autres. Le problème, c'est que le laboratoire est en Ontario. Ça coûte cher pas mal les envoyer là-bas, puis tu attends plusieurs jours à avoir tes résultats. Fait que si ton but, c'est d'ajuster tes engrais dans le plus court délai puis être le plus efficace avec, mais c'est pas la meilleure solution. Fait que c'est de cette idée-là que la compagnie a commencé. Fait que vous autres, c'est vraiment comme là où la valeur se trouve dans votre produit, c'est le gain de temps. Right? Ou c'est vraiment le fait que votre analyse est meilleure que les laboratoires? Meilleur, c'est subjectif. Gain de temps, c'est... Il y a un de nos profs à l'école qui nous a dit quand on faisait le cours, on développait le projet, que si t'es plus vite puis moins cher, t'as pas une vraie business, c'est pas un vrai avantage compétitif parce qu'il y a tout le temps une autre technologie qui va apparaître, qui va être plus vite puis moins cher. Fait que tu peux pas focusser juste ta valeur là-dessus. Fait que nous autres, dans le fond, la valeur qu'on apporte avec notre technologie, c'est qu'on est capable de rendre le data point des contenus en nutriments, l'analyse de tissu, on peut la rendre utilisable. Parce que le fait que tu attends avant de l'avoir une semaine ou que tu attends 24 heures ou que c'est difficile d'aller chercher les résultats, ça fait que l'analyse des tissus, c'est pas un point de données central à l'agriculture en ce moment. Fait que dans le fond, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune façon valide d'aller chercher l'information. Fait que les producteurs font leur job sans cette information-là. Nous autres, on veut rendre cette information-là centrale au processus d'agriculture. Parce que les laboratoires, c'était pas une source assez fiable? Non, extrêmement fiable. C'est standard. C'est juste que, vu que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de logistique d'impliquer, que ça coûte cher, c'est quelque chose qui est laissé de côté. Puis même à ça, vu que c'est pas accessible, il n'y a pas vraiment de standard autour de qu'est-ce que je fais un coup que j'ai le point d'information. C'est OK, je l'ai fait. Bon, c'est ça mes teneurs en azote, en phosphore, en potassium. Sur la feuille, c'est écrit que je devrais en mettre un peu plus ici et là, ben je vais faire ça de même. Il n'y a pas vraiment de stratégie concrète autour de ça. Nous autres, vu qu'on facilite l'acquisition du point de données, on est capable d'aller possiblement développer des stratégies autour de comment l'utiliser. Puis je pense que c'est là que ça vient vraiment puissant. Puis c'est là qu'on voit nos utilisateurs bénéficier de la technologie. Puis la manière que ça marche, c'est quelque chose que tu m'avais déjà dit avant, c'est un système de location, là. C'est-à-dire que le client va louer votre produit, puis il va avoir un paiement, là, je sais pas si c'est par mois ou peu importe, là, mais tu sais, un paiement sur une certaine durée, c'est pas un achat. C'est ça. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi vous n'avez pas décidé de dire, OK, on achète, on vend le produit, tu sais? La raison première, je te dirais, c'est que 4 ans passés, on était dans le mode on veut ressembler à d'autres startups qui ont eu du succès. Puis dans le domaine des startups plus traditionnels, le business model s'appelle Software as a Service. Si tu penses à ta subscription d'Adobe Acrobat, ou je sais pas c'est quoi tu utilises. Premiere Pro. Tu payes par mois. Exact. Tu reviens tout le temps, puis tu es comme accroché. C'est comme ton Netflix, c'est comme Canva, c'est comme n'importe quoi d'autre. C'est un fee qui est récurrent. Fait que, point de vue business model, ça met ça assez attrayant parce que tu peux
comme genre mapper ton revenu sur une telle période de mois parce que tu sais que tu as des subscriptions qui rentrent. Puis de l'autre côté, qui est plus opérationnel, c'est que l'équipement qu'on utilise pour bâtir notre sensor, c'est de l'équipement optique spécialisé qui est extrêmement cher. Puis nous autres, on prend soin de garder l'équipement en trim, de le calibrer, de le bâtir, puis de changer les morceaux qui brisent. Fait que dans le fond, cette responsabilité-là, on l'enlève aux clients. Fait que c'est comme louer un char. Right. Tu ne veux pas te casser la tête avec la valeur du char dans 10 ans, puis tu viens qu'avoir un char qui marche, qui a toutes les nouvelles bébelles après. Puis après ça, ben, quand le nouveau va sortir, ben, tu vas louer un nouveau. Là, fait que dans le fond, c'est plus pour s'enligner avec le client. Fait que si je te demande d'acheter un setup d'optique, de spectroscopie qui coûte extrêmement cher, toi, tu te commets ton capital expenditure à ça. Puis là, tu es prêt avec un setup qui t'a coûté les yeux de la tête. Puis là, dans 2 ans, on change la plateforme un peu, puis ton système devient désuet. Mais là, tu n'es pas d'une bonne position. Puis je pense que le model hardware as a service, c'est quelque chose qui est commun, même dans le monde agricole. Fait que c'est pas quelque chose qui est far-fetched pour eux autres de commettre à ça. Fait que pour eux autres, là, c'est pas comme ah ben voyons, pourquoi faut que je paye ça par mois, puis pourquoi. Il y a moitié-moitié. Ah oui, il y a des gars qui sont plus vieux jeu. Tout le monde, c'est comme dans n'importe quoi. Mais je pense que la valeur de ce business model-là est assez bien compris en 2025, que ça passe bien. Right. Right. Ouais, parce que toi, t'es sur le terrain, parce que tu es directeur des ventes. Là. Fait que c'est toi qui deals avec ces clients-là. Là. Puis comment tu fais pour convaincre ou comment tu approches les clients qui sont un peu comme ah ben là, faut que je paye à tous les mois. Dans le fond, je lui ai dit qu'est-ce que je viens de te dire. Ouais, ok. Dans le fond, c'est quand tu deals avec des clients, je pense, probablement que toi, tu as ça aussi dans ta tête, là, mais tu as comme genre des objections classiques qui reviennent tout le temps, mais tu te fais un peu un script que tu reviens tout le temps, mais je pense vraiment leur faire prendre conscience que c'est à leurs avantages de louer, puis que le retour sur l'investissement est là toutes les années quand même. Fait que c'est pas l'objection qui va faire tomber un deal à l'eau, mettons. C'est pas ça la plus grosse. Non, c'est ça. Ouais. Ben, avec les arguments que tu as donnés, ça doit souvent marcher. Tu as des bons arguments. T'as des bons arguments. Avant d'avoir ce... Ou même plutôt avant d'être entrepreneur ou quand tu as commencé ton parcours à UNB puis dans tes études tout ça, pensais-tu que tu allais devenir entrepreneur un jour? T'avais-tu ça comme ambition? Non. Mon but premier d'aller à UNB, dans le fond, c'est qu'en grandissant, j'avais plusieurs ingénieurs dans ma vie. Puis c'était du monde qui avait une facilité à résoudre des problèmes, qui a tout un intérêt pour patenter des affaires, tout ça. Puis moi, je trouvais ça intéressant. Je me disais, j'aimerais ça être de même, moi et tout. Puis vu que la médecine et la bio, ça m'intéressait pas, mais que mes notes à l'école étaient correctes, l'orientation, on dit, toi, c'est par là, faut que t'ailles. J'ai dit, ouais, c'est là que je voulais aller quand même. OK. Ah ouais, ils t'ont dit, voilà, puis t'étais comment, je suis d'accord? Ouais, j'étais d'accord avec ça. Là, okay. Je me rappelle pas exactement, là, mais c'était tout le temps je vais juste aller faire ce bac-là. Puis il y a tellement de jobs intéressants en sortant de là que pour moi, ça sera plus un... J'aurais pas besoin de me casser la tête avec ça. Je vais pouvoir aller faire de quoi de cool puis de travailler là-dedans, ça m'intéressait pas mal. Donc, j'ai été à UNB, j'ai commencé en génie mécanique. Premier semestre, j'ai failé ma physique. J'ai dit, oh, tabarouette, bien que mécanique, c'est pas là faut que j'aille. J'ai changé en électrique. Électrique qui est considéré comme un des plus intensifs en maths. OK. Pour ma force, je suis pas un mathématicien naturel, là, tu sais, fait que j'ai grindé. Toi, tu t'es dit, moi, c'est là que je vais, moi. Ouais, c'est ça, ma seule option, c'était soit tu changes de cours ou tu vas à l'électrique si tu veux finir en 5 ans. Donc, on va aller à l'électrique, on va aller essayer ça. Puis c'est là que, vu que j'avais calé ma physique la première année, j'étais avec l'année d'après, tu sais, les plus jeunes. Puis c'est là que je me suis accoté avec Max Pidum, qui m'ont un peu aidé à plein pendant mon bac, on va dire. Ah oui, OK. Ils sont meilleurs en maths que toi. Ah ouais, pas mal. Okay, ça, c'est des gars extrêmement intelligent, on va dire ça. Ah oui, hein? Ah oui, hein? Puis aujourd'hui, parce que, by the way, c'est les fondateurs aussi de c'est les gars avec qui tu... qui sont partners avec toi dans l'entreprise, disons. Là. Ouais. Puis, OK, fait que là, à ce moment-là, tu sais, comment ça s'est passé? Parce que vous avez créé un projet, et en fond, c'était un peu comme votre projet de thèse. Là. Ouais. En anglais, il y a un autre mot. Là. Ouais, c'est un capstone project qui appelle en engineering. Vous avez commencé ça, là, qu'est-ce qui vous a démontré que ce projet-là serait potentiel à devenir une entreprise? Ouais. Dans le fond, on a commencé notre 4e année. En fin de notre 3e année, mois de mars, COVID a fait ça. On est parti chez nous. Puis mon internship d'engineering que j'avais dans le nier en ville a comme tombé à l'eau.
Fait que j'ai été travailler avec un de mes chums du roofing. J'ai passé mon été là-dedans. Puis j'ai pas trop pensé à ma 4e année tant que ça. Puis je te dirais vers le mois de septembre, je pense que c'est Max qui m'a envoyé un texte. Puis il m'a dit « Hey, serais-tu intéressé peut-être de regarder à pogner notre propre idée pour notre capstone? » Parce que quand tu fais ton capstone project, souvent tu vas faire un projet qui est assigné par le département. Fait que le département d'Electrical Engineering à UNB avait proposé une 15aine de projets pour la cohorte. Fait que tu avais le choix entre, je sais pas, designer un système d'alarme pour un gym ou whatever, tu sais, ou un rim de basket qui compte tes shots quand ça rentre. Tu sais, des projets qui vont mettre en valeur les skills que tu as bâtis pendant ton bac. Mais à UNB, il y a comme un autre département qui s'appelle... Ils ont changé de nom, là, fait que si couche, Bobber écoute l'épisode en français que je doute, mais... Ça m'étonnerait. Je pense que ça s'appelle le J. Herbert Smith for Technology and Entrepreneurship Management. OK. Avant, ça s'appelait juste le TME Department, Technology Management and Entrepreneurship. Mais le but de ce département-là, c'est de, comme genre, mettre en valeur l'intersection entre la technologie et l'entrepreneuriat. Fait que c'est comme assez... c'est assez un bon mix, là. Fait que c'est une branche, mettons, de votre projet de thèse qui promouvoit aussi l'entrepreneuriat, là. Ouais, il y a comme un peu cet objectif-là aussi, là. Ouais, comme quand tu fais ton bac à UNB, tu peux aller faire un à côté en TME. Fait qu'ils vont te montrer des cours de project management puis des cours d'entrepreneur, whatever. Fait que eux autres, de ce département-là, ils donnent 3 places à toutes les années pour 3 équipes qui font le capstone. Puis ils donnent la chance d'apporter leur propre idée de business / design project. Fait que dans le fond, c'est ça, Max m'a envoyé un texte à la fin de l'été, il dit « Veux-tu faire ça? » Moi, je dis « J'avais pas trop pensé à l'année qui s'en vient encore, puis on sait pas trop ce qu'on va à l'école, on reste à la maison, mais oui, ça me dérange pas, ça pourrait être nice de faire notre propre idée. » Puis dans le fond, c'est Xavier, l'autre cofondateur que je n'avais pas encore mentionné, mais c'est lui qui est venu approcher Max Pidum parce qu'ils se connaissaient de la polyvalente. Puis il a dit hey, j'aimerais ça faire ça. Xavier, lui, il est genre en mode startup depuis qu'il a comme 12 ans. Ça fait qu'il a tout le temps voulu avoir une startup. Puis il savait qu'à UNB, il y avait ce programme-là. Puis là, il s'est dit j'ai besoin des gars pour m'accompagner dans le projet. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il voulait faire, mais il savait qu'il voulait faire cette branche-là avec TMI. Fait qu'on s'est mis dans un group chat, on a commencé à parler, on a brainstormé un peu. Puis là, l'année a commencé, on a approché le département de TMI, on a dit hey, on serait intéressé. Ils ont dit que c'est bon. Dans 2 semaines, il faut que vous ayez un pitch de qu'est-ce que vous voulez faire comme projet, puis il faut vous expliquer pourquoi ça serait peut-être une bonne business. Fait que là, à ce moment-là, on s'est rendu à Saint-André chez Dom, dans la cave, chez ses parents. On s'est assis, puis on a commencé à parler de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Fait qu'on a eu toutes sortes d'idées. À un moment donné, on pensait à peut-être faire un système pour grader des patates. À un moment donné, il y avait peut-être une idée de faire des survols de drones dans les forêts pour identifier des oiseaux en voie de disparition. Okay. Vraiment, on pensait à tout. Là. On brainstorm au fond, puis là, on parle de l'ouvrage d'été à Dom qu'il a fait cet été-là, puis c'était aller dans les champs chercher des échantillons. Mais disons, on n'aurait pas de quoi qu'on pourrait faire pour ça. Y aurait-il une meilleure manière de faire ça? Fait qu'on fait un peu de recherche, on réalise qu'il y a de la recherche online qui prouve que c'est possible de corréler le profil spectroscopique d'un échantillon de plantes avec son contenu en nutriments. J'ai dit, bon, OK, ça marche, ça. Là. Fait qu'on va faire ça. Mais entre les deux, on avait peut-être eu une idée de planter des piquettes dans un bol de champ puis mesurer la teneur en humidité dans le champ. C'est pour ça qu'on a choisi le nom Piquetta. C'est comme Piquetta, whatever. Puis là, quand on a changé, on a pivoté un peu l'idée. Ben, on n'a pas eu la force de changer de nom. On avait déjà fait un fake logo sur le logo Generator. On garde ça, on garde le nom, mais on change l'idée. Tu dis ça comme si t'es comme pas fier du nom? Ça existe pas. C'est rien, ça veut rien dire. C'est correct, ça marche. Moi, je trouve que ça marche bien. Moi, je trouve que c'est cool. Non, ça marche. Fait qu'on l'a gardé. Puis, fait que là, c'est ça. On fait notre pitch au département. Puis notre soumission a été acceptée. Fait qu'ils disent OK, c'est bon, vous faites partie des 3 équipes qui vont suivre le parcours. Puis là, à ce moment-là, il faut un peu que tu balances l'aspect technique de OK, ben il faut vraiment qu'on soit capable de bâtir une plateforme qui va scanner une plante, qui va te donner sa teneur en nutriments, ou au moins qui va prouver que c'est possible, que c'est dans ce chemin-là qu'on s'en va. Fait qu'ils appellent ça un Minimum Viable Product, un MVP. Puis en même temps de faire ça, il faut prouver le cas business. Fait que c'est un peu là-dedans qu'on s'est lancé en 2021. Puis là, dans le fond, vous avez fait votre projet, vous l'avez présenté à l'école, tout, vous avez passé, ou avez-vous eu comme, c'est quoi, qu'est-ce qui fait que, tu sais, parce qu'il y a sûrement d'autres gens, d'autres projets, d'autres groupes qui ont fait des projets comme ça. Est-ce que tous ces groupes-là ont été en business après? Non, mais je te dirais qu'à tous les 3-4 ans, il y en a une qui sauve. Fait que pourquoi est-ce que vous autres, vous avez dit, OK, on le fait, on continue, parce que vous auriez pu juste dire, OK, notre projet est fait, on a passé notre cours, on a notre bac, puis on s'en va travailler chacun de notre côté, right? Ouais. Puis vous n'avez pas fait ça, vous avez dit non, on va se faire une business avec ça. Pourquoi?
C'est quoi l'étincelle qui dit, OK, là, ça peut marcher, ça là? Je pense, dans ce temps-là, c'était Xavier. OK. Comme Xavier, lui, c'était ça l'option. Là. C'est ça qu'il voulait faire. Tu sais, moi, j'étais ça va être cool, on va faire ça. Mais Toi, c'était plus un projet, puis on verra. Ouais. S'il y a de quoi qui arrive, puis on voit qu'il y a de l'intérêt, j'avais aucune idée comment tu fais pour bâtir une compagnie, aucune idée c'est quoi une start-up, c'est quoi que ça implique, mais Xavier, il savait. Fait qu'il a tout de suite commencé à parler, Xavier, de OK, ben, faudrait peut-être aller chercher du funding, tu sais, comme pour prouver ça cet été, tu sais, j'aimerais qu'on pense plus loin un peu. OK, ben, comment on fait ça? Puis, par l'entremise de TME, ça fait vraiment partie de l'écosystème de start-up à Fredericton. Puis, on a été rendu... on s'est fait... comment dire ça? On a eu la chance de participer dans des pitch competitions. OK, nice. Okay. Fait que là, dans le fond, ça, c'était pas juste pour le département de TME, c'était pour n'importe qui s'il voulait présenter sa startup. Puis rapidement, ça ressemble à quoi un pitch competition là? Tu t'inscris. Tu t'inscris, puis après ça, il y a comme tu fais un pitch en avant d'un panel de juges. OK. Puis la meilleure idée gagne un prix de cash, puis tu t'en vas avec ça. Ils jugent quoi sur la qualité de ta présentation ou juste sur l'idée comme telle? Ça dépend des pitch competitions. OK. Mais je te dirais, c'est un mix des deux. Il faut que le pitch soit bien rodé. Puis il faut que l'idée de business fasse du bon sens, c'est capable de le montrer dans ton pitch. Puis si vous gagnez, il y a comme un prix pour vous aider à builder la business? Exact, un cash prize, genre. C'est de l'argent, OK. Oui, c'est ça. Fait que là, on s'inscrit dans la première, c'était une vidéo d'1 minute. C'était même pas une pitch vidéo. live, c'était une vidéo juste présente ta compagnie. Puis je pense qu'il y allait avec les likes Facebook. Puis ça a tombé dans le feed Facebook à Meradum, puis ça a été liké au fond, fait qu'on a gagné ça. Je pense que c'est comme 750$. Let's go. Oui, OK. Là, fait que là, OK, c'est bon. Je pense que c'était RBC qui faisait ça. C'est le premier pitch. C'est le premier. Là, nice. Je pense qu'on peut retrouver la vidéo online à quelque part, là, mais on était jeunes puis on savait pas qu'est-ce qu'on faisait. Fait que là, OK, c'est bon, il y a de l'intérêt, c'est correct, ça nous donne un peu de motivation. On rentre dans un autre, un peu plus pesant. Celle-là, je pense que c'est le cash prize, c'est comme 5000$. Puis à ce moment-là, toutes nos cash prizes, on n'était pas incorporé, la business n'existait pas vraiment, c'était qu'une idée. Fait que ça allait dans notre notre compte UNB. OK. T'sais, ça allait comme compte notre tuition, genre. OK. Fait qu'on n'avait pas de place à mettre l'argent. Parce que vous êtes encore linké avec UNB. On était encore à l'école, là. Comme c'est comme genre mois de novembre. Mais pourtant, votre bac t'es fini, là? Non, pas encore. OK. Ça, c'est pendant qu'on fait le bac. Pendant qu'on rôde l'idée, OK. pendant qu'on fait tout ça. Fait que là, on gagne celle-là, on dit OK, on a un peu d'argent, on a une petite réserve de cash, il y a certainement quelque chose, on a un bon pitch au moins, l'idée fait du bon sens. T'sais, le cours va bien, en TME, le Capstone Project est vraiment axé sur étape par étape, bâtir ton business plan, bâtir ton business model, bâtir la business en général. Fait qu'on suit ça, ça va bien, on fait bien des projets. OK, peut-être qu'on a de quoi. Fait qu'à ce moment-là, on décide qu'on s'incorpore. Si on veut décoller une business, on va l'incorporer. Fait qu'avant de graduer, avant que le projet soit fini, on a approché une firme d'avocats à Fredericton. Eux autres, il y avait un package pour les startups. Xavier, c'est encore Xavier. OK. Ouais, il savait qu'il fallait s'incorporer. Mais tu sais, comment tu fais pour dire, OK, ben, parce que là, à ce moment-là, il n'y a pas de revenus qui rentrent. Il y a même pas. Non. On n'est même pas encore rendu à penser à avoir un client, là, dans votre cas. Là. Non, pas tout. L'investissement vient d'où? Parce que, je veux dire, s'incorporer, il y a des frais, ça, si tu fais affaire avec une firme d'avocats ou. Ouais, ben, dans le fond, il y a des frais, là. C'était un package pour les startups, fait que ça genre comme même 1000$ upfront. OK. Paiera en balance. Ça, vous mettez ça de votre poche ou c'est UNB qui vous aide? Ça de notre poche. Je sais que Xavier, dans le temps, Xavier, il avait dit, moi, ça me dérange pas de le mettre de ma poche, mais je pense qu'on a été capable de prendre un peu d'argent des pitch competition, financer ça et tout. Oui, OK, oui. Fait que c'était correct, là. On se faisait virer un peu nous autres mêmes déjà. Fait que là, on s'incorpore. Rob, notre avocat, nous envoie un tapon de papeterie à signer. On signe des déclarations de shareholder. On établit tout ça. On a les papiers pour... C'est-à-dire, on établit, mettons, les parts de chacun des fondateurs. fondateurs. C'est une société par action en français. OK, c'est ça. Fait que là, on s'est mis 20% chaque. Ah, OK. Puis on a gardé un pool de 20% libre pour... ça s'appelle des options pour les employés. OK. Quand tu es une startup, tu peux pas payer un salaire compétitif, tu es à budget, mais tu peux dire à quelqu'un qui est craqué, hey, je te donne des shares, c'est un contrat sous option. Si ça te tente de nous joindre, on peut t'en donner un peu. Plus attrayant pour un employé de qualité. Là, exact, vu qu'on peut pas les payer autant. Quelqu'un que tu veux garder. Puis que, c'est ça, une bonne stratégie. Ouais. Nice. Ouais. Fait que là, c'est ça, on s'incorpore, tac, puis là, on passe au travers de la papeterie, puis là, on est prêt, genre. On existe, puis quand tu as un numéro de business, on est là, l'école arrive finie, notre projet est extrêmement fait. Fait que là, on dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire sûr qu'on a un salaire cet été, puis qu'on peut continuer à travailler là-dessus. Fait qu'on trouve avec... et là, je vais dire les acronymes en anglais. Les organisations, c'est IRAB, c'est une organisation fédérale qui est focus sur la recherche puis le développement dans les entreprises de technologie. Les autres avaient un programme qui s'appelait Young Graduate.
que c'est comme si tu viens de finir un bac puis tu travailles pour une entreprise qui développe la technologie, IRAP peut financer une partie de ton salaire. Qui est exactement vous autres, là? Exact. Fait que là, on s'inscrit là-dedans, on passe au travers des étapes, on se fait accepter. Bon, on sécurise un salaire pour l'été. Pour les 4 fondateurs? Les 4 fondateurs. Vous êtes encore juste 4 à ce moment-là. Ouais. Puis en même temps, on s'inscrit d'un accélérateur. Un incubateur? C'est ça? Ouais, je pense que celle-là, c'était un accélérateur. Okay. L'incubateur, c'est vraiment l'idée, il vient juste de commencer. Là. Mais là, c'est okay. un accelerator program. C'était comme, OK, t'as ton idée, t'as comme ton business plan de fait, viens ici, on va te montrer qu'est-ce que ça prend pour décoller comme du monde. Fait que là, on passe, ça s'appelait Energia Ventures, ça vire encore à Fredericton, c'est un excellent programme. Fait que tu t'inscris là-dedans, encore là, tu fais ton pitch, s'ils aiment ton pitch, puis ton business model, ils t'acceptent, on se fait accepter. On passe au travers des cours avec eux autres, ça nous met un peu plus rodé à comment runner une startup. Puis à l'autre bout de ça, il y avait un investissement de la province pour nous faire un fonds de roulement. C'était comme un prix à gagner, genre. Fait qu'on a gagné ça en même temps. Fait que là, on avait un genre de petit fonds de cash. On avait nos salaires de sécuriser pour l'été. Puis notre seul job pour nous autres, c'était d'accélérer le développement du MVP, Minimum Viable Product, puis de prouver qu'on est capable d'aller chercher des clients avec ça. Right. Fait que là, j'imagine qu'il y a des critères. Là. J'imagine c'est comme, OK, vous êtes là-dedans, vous avez un certain fonds de roulement, mais il faut quand même... Y a-t-il un critère de comme, il faut que vous ayez 2 clients, sinon vous n'êtes plus dans le programme ou je sais pas trop? Pas pour Energia. Energia, c'était genre un programme de 6 semaines. OK. Tu passes au travers, puis à l'autre bout, ben, tu sais, OK, go, allez faire vos affaires. Parce que là, quand ça c'est fini, vous avez comme pas rien, là. Non, mais là... Financièrement, il y a comme pas rien qui rentre. Si, mettons, vous n'avez pas de clients, puis les 6 semaines passent, puis à un moment donné, vous allez... Qu'est-ce qui arrive si vous ne trouvez pas rien, vous ne trouvez pas de clients, puis ça se développe pas? Ouais. Ça plante, genre? Ou... Ben, c'est là qu'on a appris, ou que moi j'ai appris comment ça fonctionne une startup. Genre. Okay. Fait que à la base, une startup, c'est comme n'importe quelle autre entreprise. Moi, dans ma tête, une entreprise, ça résout un problème. Sauf qu'une startup, ça résout un problème d'une façon qui n'existe pas encore avec la technologie. T'sais. Fait que dans le fond, vu que tu promets, ou pas que tu promets, mais que tu démontres qu'il y a un potentiel pour un marché qui n'est pas encore développé, tu peux aller chercher des investissements de du monde qui sont alignés avec cette idée-là, qui sont prêts à supporter des entreprises de ce profil-là. Genre. Fait que dans le fond, il y a du monde, il y a des organisations, il y a plusieurs véhicules de financement, mais que le mandat, c'est d'investir dans des compagnies au seed stage, qu'ils appellent. Fait des compagnies qui ont beaucoup de potentiel, beaucoup d'upside avec des technologies vraiment intéressantes, puis d'investir early pour éventuellement, en fin de ça, que la valeur de la compagnie monte. Parce que c'est des investisseurs. Oui, il y a plusieurs groupes d'investisseurs. Okay. Dans le fond, notre but en sortant d'Energia, c'était d'aller raiser une round, qu'on appelle. Fait aller trouver des investisseurs pour se faire un fonds de roulement pour engager du monde, acheter du hardware, payer du marketing, etc. Fait que mettons là, que je me pars une startup, puis je fais pas nécessairement partie du programme Energia. Mettons, je fais pas vraiment partie de ça. Là, ça me prend des investisseurs. Tu sais, je vais où? Je cogne à quelle porte? À Fredericton, il y a un écosystème vraiment, vraiment bien rodé. Là. OK. Il y a beaucoup d'investisseurs à Fredericton, il y a beaucoup de programmes. Il y a des compagnies, des startups de Fredericton qui ont eu du succès comme inimaginable. Okay. Il y a des entreprises qui ont fait extrêmement... ils ont fait des belles choses dans les derniers 20-30 ans. Genre. Fait que ça a tout commencé, genre, tu peux t'imaginer le monde qui avait investi dans ces compagnies-là dans le temps, la compagnie a pris de la valeur, la compagnie s'est fait acheter, tous les investisseurs reçoivent le retour sur leur investissement, puis là, ils se virent d'abord, puis ils veulent en trouver un autre. Ben oui. Fait qu'il y a beaucoup d'investisseurs dans cet écosystème-là atlantique. Puis Energia, c'est un des acteurs dans ce réseau-là, mais il y a plusieurs autres places, il y a plusieurs autres événements, il y a plusieurs autres forums, si tu veux, où est-ce que ces gens-là sont là, tu développes des connexions. Fait que le networking, c'est là que ça l'embarque, puis c'est là que Xavier, avec son knowledge des startups, a été capable de nous aider énormément parce que lui, il était dans ces places-là. Il savait, il allait aux événements, puis il se présentait là. Fait qu'il était dans l'écosystème, il faisait partie de ça. Puis il a développé des connexions éventuellement avec les funds du Nouveau-Brunswick qui seraient peut-être partantes de nous funder. Fait que, concrètement, mettons, là, tu me donnais un exemple d'un organisme ou une place que je pourrais... C'est quoi, j'appelle le gouvernement puis je lui demande... Non, comme au Nouveau-Brunswick, un de nos investisseurs qui est en partenariat avec Energia, qui ont fundé le prize money d'Energia, si tu veux. Ça s'appelle un Simple Agreement for Equity, c'est un SAFE. Là. Mais je ne rentre pas dans des mécaniques de comment l'outil de financement fonctionne, mais c'est NBIF, le New Brunswick Innovation Fund, qui investit dans ces compagnies-là. Fait que NBIF, c'est un bon exemple. Eux autres, leur mandat, c'est de stimuler l'économie locale, surtout le développement des technologies locales.
Fait que c'est ça, les autres, ils suivent les compagnies de proches, là. Ils ont un œil direct sur UNB. Ils regardent ce qui sort de TMI, puis à ce moment-là, les autres. Fait que c'est comme un peu, c'est comme ça vit. Puis il faut-tu que tu sais comme en lien déjà avec une association, une institution comme UNB pour partir une startup, ou tu peux juste dire, moi, je suis tout seul, puis j'ai de l'ambition, puis je veux me partir une startup, puis inventer un produit, j'y vais. Ça se fait-tu, ça? Ah oui, ça se fait ça. Si l'idée est assez bonne, il n'y a pas de limite. C'est juste qu'il y a tellement un gros aspect de networking que ça l'aide à avoir ces associations-là. Mais si tu es willing de te présenter à ces pitch competitions-là, de networker comme si ta vie en dépendait, puis de te rendre, de t'exposer dans ces milieux-là, ben, tu vas finir par trouver les personnes qui sont en ligne avec ta vision. T'sais. Parce que nous autres, il y a des investisseurs qu'on a parlé avec dans l'écosystème qui n'étaient pas en ligne avec ce que nous autres on faisait, puis c'est correct. Ça ne veut pas dire que vu que quelqu'un a de l'argent puis tu as une idée que c'est un match automatique. Oui, non. Non, of course. Puis, est-ce qu'il y a des... autres que les investisseurs, j'imagine, il doit y avoir des subventions aussi qui existent pour des startups? Oui, comme IRAP, comme je te disais. Ça, OK, ça c'en est une. Ouais. Sinon, il y a toutes sortes de subventions comme NSERC, c'est une autre organisation qui donne des subventions pour la recherche. Puis vu que nous autres, dans nos débuts, on était comme 90% dans la recherche puis le développement pour prouver que notre produit pouvait fonctionner, on avait accès à ces subventions-là. Fait que, mettons, on a un projet de recherche avec le réseau Innov à Grand-Sault pour faire de l'analyse en laboratoire puis de la collecte de données en champ, mais ça, c'est financé en partie par des subventions. Là. Ces organisations-là sont là pour ça. Là. Right. Puis, fait que dans le fond, c'est juste, tu sais, c'est une question d'être dans le réseau. Dans le réseau de startups, si on veut, là. Oui. En tout cas, c'est ce que je ressors de comme la bonne... un moyen très utile pour avoir accès à ces ressources-là. Ça, c'est comme c'est un requirement. Faut que tu aies un réseau. Faut que tu aies un network. Il n'y a pas personne, même si tu as une idée et tu ne sors pas de chez vous. Non, c'est ça. C'est ça, of course. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'était encore plus vrai dans le domaine des startups. Là. C'est pas juste comme... je prends un exemple que je prends tout le temps. Mettons, moi, je commence à faire des chandelles puis je veux vendre des chandelles. Ben, je peux juste faire des pubs sur Facebook. Puis, tu sais, éventuellement, ça va prendre de l'ampleur peut-être. Là. Oui, puis si tu veux te pogner un fonds de roulement pour te décoller puis acheter tes matériaux pour ta première batch, ben, tu peux aller voir la CBDC. La CBDC, ouais. Tu peux aller voir ton oncle qui a de l'argent. Tu peux aller voir... tu peux crowdfunder. Tandis que vous autres, une startup un peu moins. C'est d'autres mécanismes de financement. Ah, c'est ça. C'est juste pas les mêmes. Ça veut pas dire que le mécanisme de financement du venture capital, c'est le bon mécanisme pour n'importe quelle startup non plus. Ça veut dire quoi, venture capital? C'est le capital de risque. C'est des institutions financières qui vont investir dans des compagnies avec le but que la compagnie grossisse. Ils ont un portfolio de compagnies qui investissent dedans. Right. Fait que dans le fond, c'est une gang d'individus qui se mettent ensemble, qui mettent tout leur argent dans un pot. Puis là, il va y en avoir une coupelle dans la gang qui vont s'occuper de gérer l'argent puis de trouver des compagnies intéressantes. Puis ils ont un mandat souvent. T'sais, nous autres, il y a une de nos firmes qui a investi dans une compagnie que le mandat, c'est les technologies agricoles. Fait que ils cherchent n'importe quelle nouvelle technologie, puis si ça rencontre leurs critères, ben, ils vont investir. Right. Puis j'imagine dans tous ces investisseurs-là, il y a tout le temps... faut qu'il y ait un retour d'une certaine façon, là. Mais tu sais, c'est quoi que tu leur donnes? Des parts ou Des parts. Mais si dans votre cas, vous aviez juste... Peut-être que je suis mêlé, mais tu sais, si dans votre cas, vous aviez juste 20% disponibles, les 80 autres % sont à vous autres, là? On vend des notes. Ah ouais, OK. Tu te dilues. Tu te dilues pour... C'est compliqué, le monde des actions, là, mais quand il y a une raise, quand il y a comment est-ce qu'on appelle ça en français? Quand il y a un investissement qui est fait, mettons, ben, le shareholder agreement se fait réarranger pour dire qui a comment de share. Puis à ce moment-là, on peut créer d'autres shares. Comme quand on a fondé la compagnie, on a fait 10 millions d'actions. On avait 10 millions d'actions à 0$ l'action parce que la compagnie ne valait rien. Mais on avait quand même 10 millions. La valeur de la compagnie est divisée dans ces 10 millions d'actions-là. Puis quand tu raises de l'argent, ben, tu détermines la valeur par share éventuellement. Puis à ce moment-là, ben, les investisseurs décident comment d'argent qu'ils vont mettre pour comment de share. Right. Un peu comme quand on va acheter à la bourse des stocks. OK, je veux avoir que c'est une le côté share. privé. C'est pas disponible à tout le monde. C'est pour les investisseurs. C'est pas public. Fait que les stocks, c'est public, puis les investisseurs, c'est privé. Ouais, comme quand tu achètes une stock Apple, t'appartiens à une action d'Apple. Quand tu achètes des stocks Piketa, t'appartiens à des stocks Piketa, t'es sur shareholder agreement. Fait que c'est un peu de même que les startups sont financées, mais encore là, si tu as dans l'idée de commencer une startup, tu n'es pas obligé d'aller vers le capital de risque. Là. Puis je te dirais qu'il y a différents profils d'entreprises qui fit mieux pour les portfolios de capital de risque. Nous autres, on est un peu spécifique vu que l'agtech, ça bouge peut-être un peu moins vite que, comme mettons, une compagnie qui est purement software.
AI, genre. AI. Tu sais, il y a des compagnies comme ChatGPT, il a commencé après Piketa, là, puis ils sont déjà valués à plusieurs milliards de dollars. Ouais. C'est pas tout le même patte, mais nous autres, aller chercher un user, aller chercher un client, c'est un cycle d'1 an. Il y a une saison par année en Amérique du Nord. Ça va pas grossir de la même façon. Je pense que, je veux dire ça, s'il y a du monde qui pense à se lancer dans l'agtech, mais peut-être pensez un peu à votre thèse de financement, que ça ne fit peut-être pas le même. Essayez pas de fitter ça dans le même mold que d'autres, là. Pure software as a startup, Right. service Right. startup. Mais c'est correct parce que dans le fond, en général, si tu penses à comme Facebook, Instagram, toutes ces compagnies-là de Silicon Valley, Google, le modèle, c'est une startup qui est attrayante, va montrer un potentiel de faire x10 à ses revenus à chaque année. C'est 1000% de growth par année. C'est ça leur objectif? C'est ça leur baseline. Leur baseline, x10? Faut qu'ils s'aient pas les funds qu'on travaille avec, mais plusieurs funds, c'est si la compagnie-là démontre qu'elle peut faire x10 à chaque année, on investit chaque année? dedans. Ouais. Mais ça, c'est aussi fou raide, ça. C'est fou raide, mais c'est ça le risque d'investir à early stage. Hein. C'est ça que ces investisseurs-là veulent pour que leur portfolio peuvent donner un retour sur l'investissement. Parce que comme, mettons, tu investis dans 10 compagnies, OK? Ouais. On a une fund, moi plutôt, on a mis 1000$, puis on investit 100$ dans 10 compagnies différentes. Il y en a 3 qui vont faire faillite. Il va y en avoir 3, 4, 5 qui vont break even. Fait qu'ils vont pas grower à rien de fou, mais ils vont au moins, ils sont pas morts. Après ça, il va y en avoir 2 qui vont peut-être grower à du 2, 3x. Puis il va y en avoir une dans la gang qui va faire du 10x. Mais celle-là au 10x, là, elle va faire sûr que le portfolio au complet, notre 1000$, c'est pas par-dessus, tu comprends? OK. C'est ça un peu la thèse des investisseurs en général. Right. En tout cas, c'était ça que c'était à un moment donné. Dans le temps? Mhm. Puis, c'est-tu comme un critère de comme si vous faites pas 10x? Non. Non, OK, c'est Non, juste comme... non. Ils mettent la barre là, mais... Exact. Puis comme c'est pas, je dis ça, c'est vraiment, c'est général ça. Là. Okay. Puis chaque investisseur est différent, puis chaque fund est différent, puis chaque compagnie est différente. Fait qu'il faut que tu fasses sûr de bien choisir tes investisseurs. C'est pas parce qu'il y a de l'argent là qu'il faut que tu apprennes non plus. T'es marié avec ce monde-là à la fin de la journée. Ouais. Puis comme un exemple, nos 2 plus gros investisseurs sont sur notre board of directors. Fait qu'à tous les quarters, il faut faire un rapport de comment la compagnie va. Fait que c'est du monde qu'on travaille avec étroitement pareil. Puis il faut faire sûr qu'on peut s'entendre sur où est-ce que la compagnie s'en va, puis c'est quoi le potentiel de retour sur leur investissement. Fait que vu qu'eux autres ils ont un investissement, ils ont quand même un mot à dire sur la direction d'entreprise. Oui, mais souvent, un bon investisseur va être hands-off. OK. Ils vont comprendre qu'il n'y a personne qui connaît ta compagnie mieux que toi-même. Right. Ils vont pas essayer de diriger la compagnie pour toi. Puis ils vont pas se mêler de tes affaires tant que ça. Sauf si tu demandes pour de l'aide. Dis, hey, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui connaît les finances parce que je cherche à financer telle partie de ma chaîne d'approvisionnement. Tu connais-tu quelqu'un? Ils peuvent être plugués avec quelqu'un dans leur réseau. Ça revient tout au réseautage encore là. Right. Puis ces gens-là, les investisseurs, c'est nécessairement des gens qui ont beaucoup d'argent ou ça n'a pas rapport? Ça dépend. Oui, là, tu sais, comme faut pas que tu penses à l'investisseur comme une personne. Si une personne, ça s'appelle un angel investor. OK. C'est quelqu'un qui investit de sa poche. Dans le fond, les investisseurs, les firmes d'investissement, c'est la somme de plusieurs individus qui ont mis leur argent dans un pot puis ils donnent la charge du pot à quelqu'un. Right. Qui souvent, peut-être, qu'il n'y a même pas d'argent dans le pot non plus. Il y a des entreprises qui existent. C'est des entreprises. C'est ça. Ils font juste ça. Qui font juste ça. Ils font juste investir. Ben oui, ça a du sens. Puis souvent, c'est du monde qui ont eu du succès dans le passé avec leur propre startup. OK. Puis ils vont gérer des funds ou whatever. Il y a des funds. Des fois, c'est attaché après des banques. OK. Dépendamment à quel niveau que tu es rendu. Right. Il y a des firmes d'investisseurs assez pesants dans le monde. Oui, j'imagine. Ils ont leurs propres thèses, ils ont leurs propres compagnies qui investissent dedans, tout ça. C'est juste ça, ce monde-là. Oui. Ouais. C'est un monde complètement différent, on dirait. Puis là, fait que là, vous êtes rendu dans le parcours, là, tu t'étais rendu au point où là, vous avez comme raisé une round, tu disais, ou est-ce que ça, c'est votre premier round? Exact. Puis là, on dit round parce qu'il y a plusieurs rounds, comme à la boxe, mettons, ou ça n'a pas rapport? Oui, c'est ça. C'est comme genre, tu sais, comme n'importe quelle entreprise, tu sais, comme quand tu commences, la première étape, c'est de valider ton idée. Ouais. C'est de démontrer que tu es capable de t'amener à un minimum viable product. Un MVP, ouais. Ça, je dirais, la première étape d'une startup, c'est MVP proof. Fait que on a pris l'argent qu'on a raisé pendant cette round-là, on a financé de l'équipement, on a engagé des développeurs, puis on a fait la collecte de données en champ dans la région pour prouver qu'on était capable de bâtir un système, faire scanner une plante, puis retourner son contenu en nutriments. Right. Un coup qu'on a prouvé ça,
La saison d'après, on était chercher 10 clients locaux. Ben, pas 10 clients, mais par l'entremise d'un agronome au Nouveau-Brunswick, on a travaillé avec 10 farmers dans la région, puis on offrait le service. OK. Puis, avant d'aller plus loin, là fait que là, vous avez eu une round, vous avez eu un certain montant. Est-ce que tu veux dire ce montant-là? Combien? Si tu veux dire. Ouais, 300 000. OK. Donc là, avec cet argent-là, ça vous a permis d'engager des gens. Oui. C'était quoi les premières embauches? Un developer. Brayton Smith. Notre employé le plus vieux, c'est... Ouais. Sans Puis- Brayton, on ne serait pas là. OK. Ouais. Un developer, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va travailler sur le logiciel, right? Exact, ouais. Du coding, pis ça, là. Oui, OK. Ouais, c'est ça. Dans le fond, on a tout un background là-dedans. Xavier, c'est un software developer, software engineer by trade. Yeah. OK, lui, c'est pas tout electrical engineer. Non, ben moi, Dom, Max, oui, mais Xavier est en OK. software. OK. Fait qu'on a tout un peu bâti comme les débuts, moi et moins, là. C'est moi le moins bon. Moins bon codeur, certain. Fait que là, en tout cas, on a tout mis notre main à la pâte, puis on a genre bâti le squelette du système. OK. Je peux t'expliquer un peu plus en détail. C'est qu'on a notre capteur, qui est comme une partie du système. Sa job, c'est de collecter le profil spectroscopique de la plante. Puis après ça, un coup que ça décolle du capteur, on envoie ça dans notre back-end au cloud, où est-ce que toutes les données vivent. Puis après ça, on a un front-end, que ça, c'est l'interface d'utilisateur, qui parle à notre back-end, puis qui va chercher les résultats de l'analyse, puis qui les monte au client. OK. Fait que bâtir plus la partie front-end, ben, c'est là que Brayton est venu nous aider avec ça la première saison. Il a bâti un front-end de zéro. Quand il est décollé, il l'a fait lui-même, lui puis Xavier surtout. Puis en même temps, on a été chercher des étudiants coop à UNB pour un été, mettons. Puis eux autres, ils ont été capables de nous aider aussi. Puis ça, est-ce qu'il y a un salaire qu'il faut que tu leur donnes, les coops? Ouais, mais tous nos salaires à ce moment-là sont encore subventionnés avec divers programmes. Là, Oui, c'est ça. Toutes les places qu'on peut aller gratter une dizaine, on la gratte. Là, Oui. Tu sais, comme le but, c'est de prendre ta pièce puis de la faire virer en 5 piastres. Là. Exact. Tu sais, on trouve des subventions à gauche puis à droite, puis on finance ça de même. Comme n'importe quel business, dans le fond. Ouais. On fait des profits avec l'argent qu'on Ben, investit. même pas un profit, c'est juste comme Dans ce cas-ci, c'est un profit dans le sens où ce que t'as... réduire nos dépenses. Sure. C'est d'attirer notre argent plus loin. Right. Ouais. Fait que dans ce cas-ci, à ce moment-là, c'est comme votre source de revenu, c'est les différentes subventions, plus la round d'investisseurs. Exact. Ouais. C'est ça, la seule argent qui rentre du piquet à ce moment-là. Oui, c'est ça. Il n'y a aucun client, là. Il n'y a aucun client. C'est ça, là. Ouais, Puis fait que là, on est... vous investissez déjà dans les employés, puis go, on pousse, puis on se croise les doigts que ça va marcher au bout de ça. Ben, on se croise pas. Oui, on se croise Ben, les doigts, mais on a pas pour aller sécuriser l'argent des investisseurs, il a fallu bâtir un plan assez détaillé de comment on allait dépenser chaque pièce. Là. Pas à ce niveau-là, mais tu sais, comme un budget, puis OK, on va avec ça, on pense qu'on peut se faire une site. Oui, c'est ça. Financez-nous, ça vous intéresse-tu d'investir dans une compagnie qui passe de ce stade-là à ce stade-là? Oui, il y a un plan, là. C'est pas juste... non. Mais à ce moment-là, ils savent un peu, c'est un peu tes projections financières, ton business model, tout ça, c'est un peu... Ils investissent dans l'équipe, l'idée à ce moment-là, c'est comme... Ça, c'est seed investing, là. C'est comme, OK, ben ces gars-là ont l'air au moins un peu comme... Ils ont une direction, ils savent ce qu'ils s'en allent, ils ont un background là-dedans, ils ont prouvé que ça marchait à l'école, on investit là-dedans, on va prendre une chance. Fait que dans les premiers rounds d'investissement, les fondateurs sont importants. Ah, yeah, 100%. La personnalité, genre l'ambition, la oui, ou comment les dynamiques d'équipe, le skill set des 4 fondateurs. Parce que souvent, ils disent que 4 cofondateurs ensemble, ça plante. Ce ne reste pas une bonne recette. Okay. Pire que ça, 4 ingénieurs. T'as aucune complémentarité. C'est tout juste technique, puis ils vont jamais être capables d'aller développer le marché parce qu'ils vont juste focus sur le côté technique. Right. C'est ça la perception en ce moment. Right. Ouais. Fait qu'on a fait ça, on a ramassé ça, on a engagé Brayton, on a financé nos dépenses de laboratoire parce que notre plus grosse dépense, c'était à payer pour les analyses de labo. Il fallait aller dans le champ, ramasser un échantillon, le scanner, puis l'envoyer le même échantillon au labo. Puis à ce moment-là, avoir un side-by-side de profil spectroscopique, puis les résultats du laboratoire. Puis là, on était capable d'entraîner un programme d'intelligence artificielle, machine learning, c'est pas d'intelligence artificielle. On a entraîné un algorithme à reconnaître la corrélation entre le profil spectroscopique puis le contenu en nutriments. Tu fais ça assez de fois. À ce moment-là, le système est assez intelligent pour être capable de juste scanner la plante puis retourner le contenu en nutriments tout seul. Dans qu'est-ce qu'il connaît. Là, nice. Nice. Là, ça, à ce moment-là, quand vous avez tout développé ça, c'était quoi? C'est 2022, genre? 2023? 21. Puis rapidement, mettons, de 2021 à 2025, comment ça évolue, ça? Là? Parce que là, si tu me dis qu'il y a des rounds, c'est que là, vous avez eu d'autres rounds? Ouais, un autre. Puis un autre round. OK, c'est pas comme... je sais pas pourquoi j'avais assumé que c'était un par année, là, mais c'est quoi? Comment ça marche une round? Comment on fait pour dire, OK, il y a un prochain round qui rentre? C'est-tu que les mêmes investisseurs? Souvent. On va commencer avec une question. Plusieurs. Ouais. Combien de temps qu'il y a entre les rounds d'habitude?
Ça dépend de OK. ton plan. Ça dépend de comment vite tu peux scaler ta business. En startup, tu entends souvent le mot scale parce que tu veux grossir les opérations. Pour nous autres, on est d'une industrie qu'il y a un long buying cycle. OK. Fait que si je viens de présenter une solution qui est nouvelle à un client potentiel, ça va prendre du temps avant qu'il soit prêt à l'essayer. T'sais. Il y a juste une certaine population. Puis ça, c'est dans n'importe quel startup, OK? Dans n'importe quel marché même. Même toi, dans qu'est-ce que tu fais avec Production Sommet. Si tu pourrais prendre 100 clients potentiels, OK, dans ton marché, puis genre les mettre dans différents profils, tu aurais comme une distribution normale qui appelle. Okay? Fait que tu as déjà vu une distribution normale, à quoi Une ça cloche, ressemble? hein. Une cloche. Là. Ouais. Fait qu'au début, le premier petit pourcentage de la cloche, c'est genre les early adopters. C'est le monde, même pas, c'est comme les innovateurs. Comme le monde qui vont triper sur la technologie juste pour la technologie, dans notre cas. Des agronomes qui sont craqués, puis ça fait longtemps qu'ils carent de l'analyse de tissu, qui sont willing de prendre une chance. Ils veulent juste le tester. Ça, c'est comme ton groupe bêta. Peut-être tu penses à ton premier client, quelqu'un qui a été willing de prendre une chance parce qu'il connaissait ou il voyait l'impact potentiel de faire du contenu sur les réseaux. Fait qu'eux autres, ils existent, mais vu qu'ils sont au bout de la cloche, ils n'ont pas gros. Right. Fait que tu peux pas bâtir une business juste en vendant des innovateurs. Fait que là, la section d'après, un peu plus haut, ça cloche. C'est genre les early adopters. C'est le monde qui vont être encore assez willing de prendre un risque, qui vont avoir une inclinaison vers la technologie dans notre cas, qui sont willing de comme prendre une chance sur prototyper, mais ils ont besoin d'un peu une idée de comment ça va aboutir. T'sais, ils ne carent pas juste la technologie pour la technologie, ils carent de qu'est-ce que ça va faire à leurs entreprises. Il faut que tu sois capable de démontrer ça. Fait que vendre à ce monde-là, ça se fait bien parce qu'ils sont en lien avec toi sur l'idée, puis ils voient le potentiel. Après ça, dans, je dirais, le premier 50%, là, ou 49%, ou whatever ici, là, la plus grosse partie de ce board-là, de la cloche, ça s'appelle la early majority. Fait que ce monde-là, c'est encore du monde qui va être OK avec la technologie, mais ils vont pas nécessairement avoir envie de prendre de chance. Puis ils ont besoin. Ça marche. Ils veulent faire sûr que ça marche, puis ils ont besoin d'avoir confiance que ça va marcher. Il y a moins les risques. Puis ça donne que ça, c'est la partie la plus populeuse de ton marché. T'sais, si on aurait 100 clients, mais il y en aurait peut-être 46 dans cette catégorie-là. Là. Fait que faut que tu sois capable de vendre à cette catégorie-là. Ouais. Puis entre les early adopters puis la early majority, c'est pas la même approche de vente en tout. Fait que si tu n'es jamais capable de shifter de « Hey, on a une technologie qui est nice puis qui pourrait faire ça un jour puis que c'était pas tout rodé encore, mais que tu sais, trosse-moi puis ça va bien marcher », si tu gardes cette approche-là, tu vas jamais vendre à la early majority. Ils vont juste se te fermer en porte au nez puis ils vont dire « Hey, tu viendrais me voir, mais que ça s'est prêt. » Parce que les autres sont encore moins averses au risque? Plus averses au risque, c'est-à-dire? Ouais, c'est ça. Ils veulent encore moins risquer. Ils veulent comprendre c'est quoi l'impact de ta technologie dans leurs entreprises. Ils veulent que la proposition de la valeur, c'est clair. Ils veulent savoir comment d'argent qu'ils vont faire avec leur investissement. Ils veulent savoir exactement où est-ce que tu t'en vas avec ça. Puis ils veulent la confiance que ça va marcher. Fait que plus que tu avances dans la cloche, plus que le client veut en savoir, puis plus qu'il veut t'assurer que ça va fonctionner. 100%. Fait que si on continue, puis là, il y a le dernier 2%, eux autres, ils vont pratiquement jamais acheter. Exact. L'autre board, la early majority, de la late majority, comme ça, c'est le monde qui sont plus comme moi, je ne crée pas dedans. Tu viens de moi, mais ça ne marchera jamais, puis tout ça. Mais après ça, peut-être bien 5 ans plus tard, quand c'était rendu un standard. Dans 10 ans, quand c'est rendu à la mode. Là, ils l'achètent, puis là, ça va bien. Je pense à nos parents sur Facebook. Là. Right. C'est comme la majorité du marché à Facebook, c'est nos parents. Fait que ça, mais ça existe. C'est un autre marché, c'est correct. Ce monde-là n'a pas le même customer buying profile que les autres, puis ils sont là dans le marché pareil. Puis il faut que tu te rendes avant dans ce monde-là à un moment donné. Puis à la fin, au bout de la curve, tu as du monde qui ne vont jamais l'acheter. Fait que perds pas ton temps à parler à ce monde-là. Fait que, OK, fait que là, dans le premier été, on bâtit la technologie, on prouve le concept. Deuxième été, on trouve du monde qui sont dans le début de la cloche. Là. C'est du monde qui sont willing de prendre une chance, là, des agronomes qui tripent sur l'analyse de tissu puis qui veulent trouver une meilleure manière de le faire marcher puis qui gossent avec des sensors peut-être pour d'autres applications puis tout ça, qui sont willing, tu sais. Fait qu'on cherche puis encore là, par l'entremise du networking, on trouve nos premiers clients. On avait, je pense, une dizaine de clients cet été-là. On avait un produit qui était pas rodé à 100%, il y avait encore plein de bugs dedans, mais on a passé gros de temps avec ces clients-là, on a appris tellement pendant cette saison-là. Puis c'est des clients qu'on a encore au jour d'aujourd'hui, là, pour la majorité. Fait que c'est comme nos premiers clients, ils nous ont aidé à shaper la compagnie d'un sens. On a fait qu'on deal avec eux autres au début. Puis on s'est dit, hey, good, on est capable de vendre à ce monde-là. Puis on s'en va dans l'été 2023, on va juste être meilleur, tout ça. On scale encore, on change pas trop notre approche. Ça va bien, on fait notre target un peu moins que notre target, mais on réussit quand même à vendre des subscriptions un peu partout aux États puis au Canada.
Puis là, on réalise cette année qu'on a un peu réexécuté le même playbook, mais là, on commence à vendre à une autre catégorie du marché. Tu sais, comme si on veut se rendre à la majorité, ben il faut changer notre approche. Puis avant d'aller dans cette population-là, le moyen utilisé pour aller chercher votre première clientèle, c'était vraiment les trade shows, puis ça, là, le réseautage, puis les trade shows. C'était ça le principal, si je comprends bien. Là. Oui. Okay. Puis des connexions, genre, comme il y a un gars qui nous avait vu passer sur LinkedIn, genre, puis il avait travaillé avec un autre gars, puis il présentait en compagnie, puis il m'a appelé, puis il était willing d'essayer Effrayable, puis comme, tu sais, c'est vraiment des... Faut que tu sais là, faut que tu sais dans ce monde-là, puis ça a comme connecté, tac. J'ai l'impression que dans les startups, ça... ou les software as a service, toutes les SaaS, là. On dirait que LinkedIn, c'est fort à plein. Ça m'apparaît comme ça, je me trompe-tu? Ou on dirait que c'est comme un moyen? Ça dépend, tu sais, comme... Si tu prends Canva, je suis pas mal sûr que Canva n'a pas trop fait d'ouvrage sur LinkedIn, mais à un moment donné, Canva, c'était une startup. C'est juste que dans le monde du business B2B, comme d'une entreprise à l'autre, oui, LinkedIn, c'est extrêmement fort. C'est comme une place, il faut que tu leverages. C'est plus du B2B que d'autres choses. C'est pas nécessairement startup, c'est plus B2B. Là. Ça dépend. Non, c'est ça. Startup, ça veut pas dire nécessairement B2B. Non, c'est ça, exact. OK. Parce que mon point, c'est juste qu'on dirait que LinkedIn, c'est utile, mais pas pour tout le monde, on dirait. Tu sais, comme dans l'entrepreneuriat local, tu sais, les petits business, les magasins, ci, ça, qui ont pignon sur rue, LinkedIn, c'est pas tant utile, j'ai l'impression. Non, il y a genre 2 crowds sur LinkedIn. Il y a comme genre du monde qui sont là pour leur portfolio personnel, point de vue carrière. Je pense que si tu veux mettre tes skills en évidence puis share tes achievements, c'est une bonne place pour faire ça. Je pense comme personal brand, comme c'est un gros concept en 2025. Il y a beaucoup de monde qui vont all-in là-dedans, puis c'est une manière de faire avancer ta carrière. Yep. Puis le côté des entreprises, parce qu'ils vont essayer de promouvoir des produits. Puis il y a comme un genre d'entre-deux où les founders de l'entreprise vont développer une personal brand pour vendre les produits de leurs entreprises. Right. Ouais. C'est un peu comme un cycle vicieux. Là. Moi, j'aime pas trop ça aller sur LinkedIn, mais je trouve des connexions là-dessus. Il y a du monde potentiel. Tu peux filtrer les genres de profils puis trouver du monde dans tes marchés cibles à qui t'aimerais parler. Fait que tu connectes avec eux autres, tu les envoies un DM. Il y en a 1 sur 10 qui répond, mais c'est mieux que 0. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. OK. Donc là, la prochaine population, on va rentrer un peu dans 2023, on va rentrer un peu plus dans le... dans je sais plus comment tu les as appelés, là. Early Adopter. Early Adopters, OK. Fait qu'un Early Adopter, c'est ça c'est pas là pour juste gosser avec ton sensor juste parce qu'ils aiment les sensors. Ils veulent comprendre un peu plus l'impact sur leur entreprise, mais ils sont conscients que le produit n'est pas rodé à 100%, mais on va prendre une chance parce que je peux me voir dans le futur d'une réalité où ce produit-là va changer la façon dont mon entreprise opère. Ça se peut-tu que c'est des gens qui perçoivent le problème que vous autres vous réglez comme étant un problème principal dans leur entreprise? Oui, ou comme un bon pain point, puis même qui nous ont fait réaliser c'était à quoi le problème qu'on venait résoudre plus précisément. C'est-à-dire? Avant, quand en 2021, 2022, on était juste content d'avoir un sensor qui faisait de l'analyse plus vite. C'était ça notre focus, c'était ça notre marketing. On rentrait d'un call avec quelqu'un, je commençais à parler du sensor tout de suite, je parlais des features et tout ça. C'est pas ça qu'on vend, tu sais. Fait que ce monde-là nous ont fait vraiment réaliser c'était quoi le potentiel de la technologie au-delà de juste le côté technique. Quelle sorte d'impact que ça peut avoir sur leur entreprise. Fait quoi, je pense que c'est une bonne façon de le présenter, c'est vraiment ça. Là. Ils peuvent voir comment ça va aller résoudre un problème que pour eux autres, ça vaut la peine d'essayer de trouver une solution. Ça les tanne tellement qu'ils veulent trouver une façon d'aller régler ce problème-là, puis sont même willing de prendre une chance sur une technologie qui est émergente comme la nôtre. Là. Fait que dans le fond, si tu peux aller trouver ce monde-là, je pense que c'est un bon signe que ton idée ou ton produit est en train de te rendre à quelque part d'utile. Là. Si tu développes quelque chose, puis ça ne résout pas un problème spécifique, il n'y a personne qui est capable de dire qu'est-ce que ça résout comme problème, peut-être faut que tu réévalues un peu qu'est-ce que tu es en train de faire. Parce que quand tu builds une startup ou n'importe quel business, il y a comme genre un diagramme de veine, comme 3 cercles. Okay? Oui. Il y a la feasibility, c'est faisable. Oui. Si je voudrais, je sais pas, moi, designer des micros de podcast qui flottent, tu pourrais pas. Je pense pas que ça se fait encore. On va se débarrasser du trépied. Ah, c'est ça, le trépied. Le trépied étonnant, hein? Okay, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mettons que c'est faisable. Si c'est quelque chose qui fait que le premier c'est faisable, après ça c'est désirable. Y a-tu quelqu'un qui achèterait ça? Ouais. Un micro de podcast qui flotte. Je sais pas. C'est-tu faisable? Peut-être. C'est-tu désirable? Puis c'est-tu viable? Y a-tu un business model que tu peux builder autour de cette technologie? Ouais. Si il n'y a pas de viabilité là-dedans,
ça vaut pas la peine que tu te lances là-dedans. Fait que quand tu as les 3 sphères à l'intersection, au point du milieu, ça s'appelle le triple point, puis c'est là que tu veux que ton entreprise s'aille. Je pense que ce monde-là nous ont aidé à trouver comment se positionner pour se mettre en sorte qu'on s'aille dans le triple point. T'sais. Fait que le côté surtout désirabilité, puis viabilité. Oui. Ils ont fait apprendre. Parce que, tu sais, on invente une technologie, on développe notre sensor, notre plateforme. Comment qu'on charge pour ça? C'est quoi le prix que le monde sont willing de payer? Comment tu fais pour mettre un prix sur ce que tu fais, tu sais? Fait qu'on a fait de l'essai-erreur avec nos clients, tout ça, puis on a trouvé un sweet spot, tout ce qu'on t'a rendu, mais c'est un autre aspect. Fait que ce monde-là a été vraiment, vraiment helpful, puis c'est à cause du monde que j'ai développé une relation avec eux autres à ce jour-ci, que je parle encore, puis c'est encore nos clients. Fait que ça fait un peu, ils nous ont suivis du début. Là. Ça me fait penser, à un moment donné, j'écoutais un podcast, puis c'est un des conseils qu'ils donnaient, c'était comme, on néglige des fois ça, mais parler à vos clients. C'est juste de poser la question, pas demander à ton client, comme c'est quoi ce qui tu penses qu'il devrait être mieux dans ce que je t'offre? C'est quelque chose que je devrais améliorer. C'est bien simple. Des fois, on dirait qu'on n'ose pas poser la question parce que c'est comme je devrais paraître comme si je sais toutes les réponses par rapport à ma business, mais comme non, je pense que c'est correct si tu dis hey, est-ce quelque chose que tu penses que je devrais améliorer? Ah, 100%. Puis c'est de l'ouvrage, hein, demander comme ces questions-là. Tu veux juste, OK, ben on va chercher le client, on vend notre produit, on ramasse l'argent, puis c'est fini là. Puis that's it, puis next, on passe au next ou whatever, mais ça va plus loin que ça. Puis c'est quelque chose qui est vraiment central à notre compagnie depuis qu'on a commencé, c'est essayer d'apprendre le plus qu'on peut du client. Comme passer du temps avec, comme se rendre dans le champ avec eux autres, puis aller comme vraiment figurer ce qui se passe. Puis quand on envoie des ceintures en Alberta, puis le ceinture pète, là, whatever, ben là, faut que je deal avec cette personne-là. Fait qu'on a passé gros de temps à roder des affaires ensemble. Fait que c'est vraiment quelque chose qui nous a aidés. Puis c'est une approche qui scale moins vite. Ça peut être moins attrayant pour des investisseurs où ta business peut générer moins de revenus qu'elle pourrait. On aurait pu dire, OK, ben on va se pogner 100 sensors, puis on va trouver 100 personnes qui sont willing de payer un prix minime pour, puis on va vraiment montrer que on n'aurait pas appris autant que deal avec une dizaine de clients vraiment, vraiment proches. Là, right. Puis aussi, tu commences à comprendre comment tes clients communiquent, puis comment ils veulent être communiqués avec. Au début, j'envoyais des emails all the best, puis j'écrivais des gros paragraphes, tout ça, mais après un bout, c'est un texte ou c'est un call. Right. Puis ça finit là. Faut que tu t'ajustes aussi, là. Ouais, puis même si jamais, si tu dis avec un client qui est choqué, que ça va pas bien, il se fiait sur ton produit pour faire une job, puis là, ça marche pas, ou il y a eu un fuck-up. Appelle-la. Tu sais, dans un paragraphe de texte, probablement que ça t'arrive pas trop souvent, mais tu sais, un paragraphe ou un email, puis ça marche pas, appelle-la. C'est le meilleur conseil que je peux te donner, appelle-la juste. Ça va régler bien les affaires. Right. Mais ça me fait penser, on parle justement de prendre du temps avec les clients, poser des questions. Puis j'ai comme réalisé ça un peu dans les dernières semaines, derniers mois. Là. Ça m'est arrivé des fois que je vais aller sur un client pour un meeting, puis le meeting va durer 1 heure, puis c'est ça qu'on s'était mis au calendrier. Puis là, des fois, on va se mettre à jaser après le meeting, on a fini nos affaires, tout ça, puis on jase, puis toutes les deux, on a comme un peu de temps, puis ça tombe bien. Puis là, moi, dans ma tête, je suis comme, il faudrait que je m'en aille, soit je le tente dessus, ou même moi, j'ai des choses à faire, je devrais être plus productif, être efficient avec mon temps, et tout ça. Mais souvent, je me dis, c'est quoi, comme je pense que ça vaut la peine parce que tu builds une relation. Puis moi, ça, c'est quelque chose que j'adore aussi, juste jaser avec mes clients, puis comme on fait, moi, puis toi, le live, là, tu sais. Ouais. Puis je trouve que ça m'est bénéfique quand même. Je trouve que. Ouais. Mais je pense que c'est une des meilleures façons de tu peux investir ton temps pour ta business. Là. Carrément. Là, c'est là que tu auras le plus de valeur. Là. Tu peux passer du temps à optimiser comment vite tu réponds à tes emails ou whatever, mais tu n'auras jamais autant de valeur que tu vas avoir à parler à tes clients. Avec ton client. Ah, c'est ça. Tu apprends plein de choses, tu builds la relation. Mais oui, puis tu apprends, surtout comme pour moi, ça a été un peu pas un challenge, mais une adaptation. C'est comme genre. Je viens pas d'un background d'agriculture, fait que passer du temps avec eux autres, comprendre comment ils parlent, qu'est-ce qu'ils care, comme c'est quoi tout de A à Z, genre. Ça a tellement été bénéfique pour moi, j'ai appris, puis je posais des questions, puis je demandais, puis comme ma progression dans le domaine, ça a décollé de, OK, ben je comprenais un peu, je parlais avec la famille à Dominique, à Saint-André, comment ils font pour farmer de la patate. Puis là, OK, year one, genre 2021, je pense que j'ai tout compris parce que j'ai compris un peu comment ça marchait à Saint-André. Puis je commence à parler à du monde en Alberta, au Manitoba, Saskatchewan, Québec. Ils font tout ça d'une différente façon. Fait que là, tu sais, c'est comme un réapprentissage. Puis on va aux États, un autre réapprentissage. Puis au fur et à mesure que tu es dans ces environnements-là, je pense que c'est important d'être comme une éponge puis essayer d'en apprendre le plus possible sur la façon que les autres fonctionnent. Puis même si, à ce heure, je parle à quelqu'un au Québec, je parle à quelqu'un au Colorado, je ne parlerai pas de la même façon. Je sais qu'ils n'ont pas les mêmes enjeux puis ils n'ont pas les mêmes buts. Puis je pense que c'est important de prendre ça en considération quand tu deals
avec des clients Right. pour ta job. Là. Puis au-delà du côté relationnel puis du comportement des différents clients, Mhm. y a-t-il une différence que tu remarques par rapport à faire affaire avec des gens, peut-être pas dans le comportement, mais dans la culture ou par rapport, mettons, aux États-Unis versus ici ou quelque chose de flagrant? Ou Non. c'est basically la même affaire, faire affaire ailleurs versus ici Ben, je te dirais que ou nous au autres, Canada, mettons. notre stratégie genre de vente, notre go-to-market, c'est vraiment d'avoir un profil du client idéal vraiment spécifique. OK. Fait qu'on parle genre à quelqu'un qui opère dans le même rôle, sauf dans différents endroits, mais c'est tout le temps quelqu'un qui va être un agronome, qui va travailler pour une coop ou qui travaille pour un retailer d'engrais, puis qui va dealer avec certaines cultures que nous autres, on deal dedans. Fait qu'on a un peu comme la même base pour chacun, mais là, après ça, il y a comme un côté personnel qui embarque par-dessus, puis comme la personnalité. Tu sais, on a un 10% qui sont bougonneux. OK. Il y en a des Américains puis il y en a des Canadiens, là, mais c'est un bougonneux. Là, Ouais. Je dirais, point de vue culture, comme genre think big aux États tout ça, peut-être bien, là. Mais pas tant. Je pense que ça va. Pour moi, je deal ça personne à personne. Je dirais pas, OK, c'est un Américain, il faut que je parle de même. Mais au moins, quand j'apprends à le connaître, je sais que la personne-là agit comme ça. Fait qu'au moins, je vais lui parler d'une certaine façon que ça va être plus en ligne avec ses buts ou sa perception de ma compagnie. Right. Ben, justement, tu sais, pour enchérir un peu là-dessus, là, j'ai une nouvelle section au podcast. Mm-hmm. La section Brayonne ou la question Brayonne. OK. Fait que c'est un peu dans le même ordre d'idée, mais je veux savoir, tu sais, de ton point de vue, parce que évidemment, t'es Brayon, tu sais, pas plus Brayon que ça vient du centre-ville. C'est ça. Puis tu sais, t'as fait affaire pas mal un peu partout, là, dans différents États des États-Unis, au Canada. Même une fois, je pense que t'étais à Paris. Ouais. C'était pour un événement, en tout cas. Ouais. Y a-t-il quelque chose que tu remarques qui... Bon, j'essaie d'apprendre un peu plus sur la culture, puis qu'est-ce qui nous démarque en tant que Brayon. Mm-hmm. Puis honnêtement, j'ai un peu de difficulté à nous différencier de, par exemple, les Acadiens et puis des Québécois. Mm-hmm. Qu'est-ce que, selon toi, fait qu'on est Brayon, puis qu'est-ce qui nous démarque? Ouais, ben... Je sais pas, je pense que ça dépend de... Ça dépend à quel Brayon te demande. OK. Je pense qu'il y a toutes des affaires culturelles qu'on vit, genre, qui sont similaires. Fait que, on a toute une culture distincte qu'on vit. Tu sais, que tu viennes de Saint-François ou de la ville ou de Saint-Jacques. Black Baker. Ouais. T'es Brayon parce que tu viens d'ici, puis t'as des souches familiales ici d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que c'est une réflexion de notre expérience culturelle collective qui dirait qu'on est Brayon. C'est quoi cette expérience-là? Puis il y a plusieurs éléments, puis on a tous été exposés différemment à ces éléments-là. Fait qu'il y a du monde pour eux autres être Brayon, mais ça veut dire chasser, ça veut dire passer du temps en nature, ça veut dire être fier de son histoire française, puis que ta famille est établie ici depuis longtemps. Il y en a d'autres, c'est des Brayons qui sont un peu plus implémentés, que pour eux autres, ben, peut-être qu'ils viennent juste d'arriver, ça fait peut-être 2 générations, mais ils ont été aux mêmes écoles que tout le monde, puis ils ont été à Polyvalente, puis ils ont été aux mêmes activités culturelles dans la région. Fait que je pense pas que tu peux mettre un tag là-dessus, mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment une réflexion du monde qui font la population brayonne. Je pense pas que je serais prêt à dire, OK, ben si t'es ça, t'es un Brayon, sinon t'es pas un Brayon. Je pense que c'est vraiment ça que c'est. Puis je vais peut-être aller à la fois Brayonne puis avoir passé par la Polyvalente, c'était un bon début. Là. Oui. Puis tu disais tantôt, j'ai grandi dans le centre-ville, j'ai grandi dans maison à AM-Sormani, c'est mon arrière-grand-père. Ah, c'est vrai? Ah ouais. Fait que dans le fond de 3 générations à tout de suite. Lui, c'est comme il a fondé le journal Madawaska. Puis il s'est battu pour la langue française à Edmundston. Fait que je pense que ça me donne une étiquette pour être Brayon. Ah ouais, ça te le donne certain. Irrévocable. Ah oui, ça, c'est un bon ticket. Ah ouais, c'est quand même intéressant ça. Puis là où tu as grandi, c'est sa maison, ça? Ah ouais, t'es là. Si ma grand-mère regarde le podcast, lâche un commentaire. C'est ça, parce que AM, c'est Armand. Puis mon arrière-grand-père, c'est Marcel, son garçon. Je me rappelle plus si c'est Armand ou Marcel qui était docteur, mais il y en a un des deux qui avait sa pratique dans la cave. Puis sur mes parents. Là, ah oui, hein? Mon père dans ta chambre, là. Non, mais dans la cave, mon père a fait un gym là-dedans. Et souvent dans le gym, c'est mon père, ben, c'était dans l'ancienne pratique à Dr. Sormani. Fait quoi, sa maison carrément. Comme quand je grandissais à mon arrière-grand-mère qui était sa fille, ou non, sa bru, était à côté. Là. Je passais du temps avec elle pas mal souvent, elle me gardait. Ah ouais, hein?
Ah ouais, c'est nice, ça. Ouais, fait que c'est mon... Belle anecdote. c'est mon claim à être vrai. Oui, c'est ça. C'est ça. Je suis content de t'avoir posé la question. C'est nice, ça. Ouais. Jeez. Là, tu as 3 questions en rafale. Yes. Tu réponds par oui ou non seulement. OK. Et tu peux pas élaborer D'abord après. après. OK. T'écoutes le podcast, ça paraît. Le monde des startups, comme on l'a défini plus tôt, Ouais. est plus compétitif que le monde de l'entrepreneuriat local. Non. Avec confiance. L'industrie de l'agriculture dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick figure parmi les leaders mondiaux. Oui. Nice. Puis pour avoir du succès avec une startup, il faut quitter Edmundston. Non. Jamais. Ah Je vais élaborer ouais? tout de suite s'il faudrait s'essayer ça. Vas-y, Je sais pas, vas-y. non, tout se fait online. Notre compagnie est bâtie online. On a des employés en Nouvelle-Écosse, on a des employés à Fredericton, Moncton, Edmundston. T'as pas besoin de sortir de la ville. Ça donne un avantage, je pense. Si tu es willing de déménager dans des centres où il y a des écosystèmes extrêmement bien développés, comme mettons Silicon Valley, c'est sûr que tu mets un peu les chances de ton côté, mais tu augmentes la compétition. Fait que non, t'as pas besoin de t'en aller. Ah Va-t'en ouais. pas, reste au nord-ouest. Ah ouais, hein? Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Ouais, parce qu'il faut dire, tu sais, vous autres, vous avez commencé à Fredericton, évidemment, avec UNB pis ça. Mais toi, tu restes encore ici, là. Oui. T'as jamais vraiment quitté, à part pour les études, là. Mettons, t'es revenu assez vite là, dans la région, là. Oui. Nice. Puis, en fait, ça change comme pas rien, vu que vous êtes en ligne, ça change pas rien où vous êtes, dans le fond, là, pour vous autres, là. Non. Tu sais, vous êtes comme... Ben, moi, vous avez un bureau à Fredericton, mais Oui. je veux dire, c'est 4 murs, là. C'est ça. Je veux dire, c'est juste de l'espace, là. C'est Ouais, pas, ouais, c'est c'est pas comme ça. si vous avez tout... Il y a des journées que j'aimerais ça, là. Ok. Être dans un bureau avec toute la gang. À chaque jour, mettons, ou presque? Quand on veut. Mais Ouais. tu sais, c'est là, vu que moi, c'est quand je veux, puis toi, c'est quand tu veux, mais on se croisera pas, là. Mais je Ouais. pense qu'il y a une valeur à collaboration comme en personne. Parce que quand tu es tout le temps, tu sais, les idées sont là, c'est là que ça se passe. Quand tu es dans ton coin ou en avant de ton ordi chez vous ou dans un bureau, puis tu chattes ou whatever, tu fais des meetings, c'est moins organique. C'est un peu plus forcé de la collaboration, mais ça se fait quand même. Nous autres, c'est le même que l'entreprise fonctionne. Pour nous autres, ça fonctionne bien. Oui, oui. Je suis content, tu sais, c'est vraiment un des gros bonus de notre job. Là. Oui, ben oui. Puis si... ça m'a étonné que tu as répondu la première question, là, le monde des startups, c'est plus compétitif que l'entrepreneuriat local. Tu m'as dit non, mais moi, j'avais l'impression vraiment que ça serait oui. J'étais comme convaincu que ce serait ça. Pourquoi non? Non, parce que toutes les bonnes entreprises, toutes entreprises valides dans le triple point, comme que j'ai expliqué tantôt, vont fonctionner. C'est comme si le service est bon, l'idée est bonne, la business est bien rodée, ça va fonctionner. Dans ma tête, c'est comme tu résous un problème, puis tu es capable d'aller trouver la demande pour qu'est-ce que tu fais. Il n'y a pas une différence. C'est juste différentes batailles. Tu sais. Comme tu sais, trouver des clients, whatever, en tant que startup, puis développer une nouvelle technologie, oui, c'est un aspect des challenges qui peuvent appliquer à une startup, mais il y a d'autres challenges comme du zonage local ou l'accès au capital ou whatever que tu veux que ça soit pour une entreprise locale qui vont exister, qui n'existeront pas dans le monde des startups. Je pense qu'entreprendre un projet, entreprendre quelque chose, c'est équivalent d'une manière ou d'une autre. C'est pas à cause que tu fais une startup, tu fais de quoi de plus dur. Puis dans l'esprit de compétition, tu sais, entre différentes startups, mettons que vous auriez un compétiteur, vous en avez peut-être des compétiteurs, tu sais, ben, sûrement. Ben, l'esprit est-tu plus compétitif selon toi que, mettons, deux magasins de chaussures dans la ville, mettons? Non, je pense que c'est juste comme une différente itération de la même situation. Genre, c'est vraiment aux apparences, puis c'est pas mauvais de la compétition non plus. Si tu te focuses juste là-dessus, tu te focuses pas sur la bonne affaire. Je pense pas que plus ou moins de compétition ou whatever, il y a différentes techniques ou whatever pour battre la compétition. Non, c'est quelque chose qui est vraiment universel à n'importe quelle entreprise, la compétition. Je pense pas. Je sais pas pourquoi j'avais l'impression, je sais pas, moi, je pense à startup, puis je pense à comme Wall Street. Ouais, je sais que ça n'a pas rapport avec Wall Street nécessairement, mais je pense à comme du monde qui sont juste vraiment compétitifs. Puis mais il y a comme une culture shark, là. Startup. Là. Il y a une culture de comme genre on grind, puis on code toute la nuit, puis on scale vite effrayable, puis on ramasse de l'argent, whatever. Mais ça n'a pas besoin d'être ça. Là. C'est juste comme tu as vu l'émission WeWork? Non. WeWork, ça parle de l'entreprise WeWork. OK. C'était un gars, genre, son business model, lui et sa femme, c'était comme on va repurposer des espaces commerciaux en espaces de travail communautaire. Puis le gars était extrêmement bon à dealer avec des investisseurs et aller chercher du capital.
Puis il a comme bâti son entreprise genre, autour de sa culture-là, puis de tout le temps go, on scale, puis on blow up la valeur de la compagnie le plus possible pour attirer d'autres investisseurs. Puis si tu focuses juste là-dessus, mais tu focuses pas sur builder une business qui va virer comme du monde, qui va vraiment aller répondre à un besoin, mais tu peux te rendre assez loin. Ils sont rendus comme des milliards de dollars quand ils ont fait leur IPO. Puis ça a crashé, ils ont fait faillite. Ah ouais. Tu sais, puis il avait extrêmement juste focusé sur rendre la business attrayante. Mais s'il n'y a pas vraiment si tu vas pas répondre à un besoin, puis tu n'as pas le triple point, tu n'as pas ce qui est central à l'entreprise, tu peux te rendre bien loin. Mais ça va tomber un moment donné. Ah ouais. Fait que je pense que c'est important d'avoir un focus tout le temps, de revenir sur comment j'apporte de la valeur à mes clients. Puis on exécute dessus notre stratégie comme on l'avait prévu. T'sais. On optimise dessus notre façon d'offrir notre service. T'sais. Notre business model est-tu rodé? La valeur est-tu compris par nos clients? On la communique-tu bien? Y a-tu un marché potentiel pour notre technologie? On opère dessus dans le bon marché? Tandis que juste dire, OK, on a une business, wouhou! Puis, c'est pas ça. Là. Ça peut être ça, mais ça, oui. Dans mon opinion, ça vaut pas ça. Puis l'industrie de l'agriculture dans le Nord-Ouest qui figure parmi les leaders au monde. Moi, je dirais que même pendant longtemps, le Nouveau-Brunswick, on va dire l'Atlantique en général, là, c'était comme le seedbed pour les patates partout au Canada, partout en Amérique du Nord. Fait que toutes les patates qui étaient poussées au Nouveau-Brunswick allaient venir des semences pour d'autres cultures ailleurs. C'était un leader dans ce domaine-là. Tu penses à une patate, tu penses à l'île du Prince-Édouard puis au Nouveau-Brunswick. Là. Tu sais, comme McCain, tu penses au Nouveau-Brunswick. Je pense que c'est extrêmement impressionnant comment que l'industrie agricole au Nouveau-Brunswick s'est développée. Par l'entremise de McCain, mais aussi par l'entremise des producteurs qui sont comme top-notch, puis qui ont été capables de comme s'adapter avec le temps, transitionner de être le seedbed puis les producteurs de semences à devenir des producteurs extrêmement compétitifs dans le marché, puis être capable d'avoir une récolte assez impressionnante d'une année à l'autre. Pour moi, il n'y a aucune question que le Nouveau-Brunswick, c'est une des meilleures places à farmer au monde. Nice. Nice. C'est le fun de penser à ça parce que me semble que le Nouveau-Brunswick, on n'est pas leader dans grand-chose, là, je trouve. Tu sais, on n'est pas une province extrêmement grande puis pas extrêmement riche non plus, mais c'est le fun de voir qu'il y a ça qui se passe. Il y a l'industrie forestière aussi qui est quand même impressionnante là, quand on pense à Irving et ça, mais 100%, ouais. C'est le fun aussi. T'as-tu quelque chose que tu aimerais dire avant pour conclure? Je te laisse, mettons, quelques instants. Là. Hey, comme pour motiver le monde. Comme tu veux, je te laisse la place. Non, quand tu m'avais invité au podcast, comme au début, là, pour l'hiver passé, puis il a fallu que je cancelle, de quoi je voulais te demander à toi, c'était... Mais on s'est tellement parlé depuis ce temps-là que ça vaut plus la peine, mais peut-être ça vaut la peine pour ton audience. Je me demandais pour toi, personnellement, ton expérience d'entrepreneuriat. J'ai comme une suspicion que l'idée de production sommet puis le podcast en général, ça a-tu décollé des vidéos que tu faisais avec Déa Landry? Comme c'était-tu là que tu as réalisé que il y a peut-être une façon pour moi d'offrir ce service-là dans la région puis faire de quoi de bon avec ça? Parce que je pense que le succès que tu as eu avec les vidéos ADE, pour moi, c'est là que c'était comme ça me fait nommer de quoi de beau. Puis c'est nice de voir que ça a évolué, mais j'ai tout le temps pensé que c'est là que ça avait commencé. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est exactement ça. Je pense que c'est drôle que tu apportes ça parce que le dernier épisode de la saison 1, c'était Joey Landry qui est propriétaire de Déa Landry. Puis c'était mon employeur à ce moment-là. Puis je l'ai dit dans le dernier podcast, là, mais c'est grâce à lui en partie qu'aujourd'hui je fais ça de ma vie, tu sais, parce que lui m'a donné cette opportunité-là. Ça a marché, puis si c'était pas de lui, ça aurait pas marché comme ça des vidéos parce qu'il y a plusieurs idées qui venaient de lui. Moi, j'ai juste fait d'exécuter le côté vidéo, tu sais. Ouais. J'avais déjà un début de compétence. Ok, c'était lui le directeur artistique. Ben Joey, c'est un gars qui est extrêmement charismatique, extrêmement drôle, a un bon sens de l'humour, puis c'est, en brainstormant un peu tout ensemble, on a créé ça, puis là, ça a fonctionné, puis c'est pas tant là que j'ai réalisé qu'il y avait un potentiel de faire une entreprise. Un peu, j'y pensais, mais c'est quand j'ai eu d'autres demandes. OK. T'as eu d'autres demandes? Oui, j'ai eu d'autres demandes dans la région. Je suis comme, j'aimerais faire une petite vidéo. Ça. Je suis OK, nice, let's go. Puis là, quand je me suis rendu compte que, bon, j'ai pris une journée pour faire une vidéo pour un autre client, ça m'a rapporté 400$. Puis sur YouTube, ça fait 6 ans que j'essaie de faire une scène avec ça, puis j'ai fait encore 0. Je suis comme, pas que je fais ça pour l'argent, mais je veux dire, si on veut créer quelque chose, il faut qu'il y ait des revenus. T'sais. Oui. Puis je me disais, bon, ben là, la rentabilité est pas mal meilleure avec cette option-là, l'entrepreneuriat. Puis fait que oui, j'ai commencé à en faire un peu plus. Puis
tu développes une passion parce que quand tu te sens utile, quand tu te sens que tu apportes une valeur, ça devient une passion, je pense. 100%. Fait que c'est t'as 100% raison. Mais fait que je pense que ça touche directement à ce que moi j'aimerais juste faire réaliser, c'est comme si tu n'aurais pas été dans cet environnement-là, si tu n'aurais pas commencé à faire des vidéos X nombre d'années passées, puis tu n'aurais pas été, hey, tu sais, Joey voulait faire une vidéo, puis c'était toi le gars pour parce qu'il savait que tu en faisais. Si tu n'aurais pas été en train d'entreprendre des projets de même, l'entreprise, ça n'aurait pas juste tombé comme ça n'aurait pas arrivé par magie. Là. C'est le fait que tu étais là en train d'entreprendre de quoi. Peut-être même pas dans le but, tu disais, ah oui, j'aimerais faire de l'argent avec YouTube, mais il faut que tu entreprennes quelque chose pour être entrepreneur. Je pense que c'est juste ça. Il y a beaucoup de monde. Je pense, même moi, comme au début, j'étais comme, là, si on veut commencer une entreprise, il faut figurer ça, il faut savoir ça, comment on va faire ça, puis c'est l'incertitude, tout ça. Mais si tu commences juste par entreprendre quelque chose, par définition, tu deviens un entrepreneur. C'est là que ça commence. Puis je pense que c'est comme ça ressemble à une montagne là, au début. Puis même si tu te rends un pied, tu réalises qu'il y en a un autre, mais il faut que tu commences à faire de quoi en quelque temps. Si ton but, c'est d'être un entrepreneur. Puis ça n'a pas besoin de fitter un mold. Il n'y a pas une définition classique d'un entrepreneur pour moi. C'est juste, faites quoi, tu vas voir, ça peut amener à quelque chose d'autre après. Absolument, absolument. Puis tu sais, ça me fait penser aussi à la passion. Là. Un peu comme j'ai dit tantôt, on a des fois l'impression que on vient au monde avec une passion, puis il faut la trouver. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une nuance à apporter à ça. Je pense qu'une passion, ça se développe. J'aurais probablement pu faire autre chose de ma vie. Ça a donné que là, j'ai tombé sur ça. Parce que tu sais, si j'étais venu au monde en 1950, je serais pas YouTuber. J'aurais pas commencé à être YouTuber. Ta passion de YouTuber. Tu sais, je serais quoi? Là? Je serais juste malheureux toute ma vie. Non, c'est pas... Ma passion, c'était pas YouTube. Là, ça donnait que YouTube fitait avec mes intérêts. Mais quand tu entretiens ça, puis tu t'entreprends, ben... Avec le temps, tu t'améliores, tu deviens meilleur, puis là, ça devient une passion, moi, je pense. Ouais, je pense qu'il y a une corrélation entre comme la passion puis ton skill, tout. Fait que absolument. Si tu passes pas de temps à développer un skill ou à faire des affaires que t'aimes, ben, tu sais, c'est là que ça commence pour moi. Absolument, absolument. Moi, j'ai tout le temps aimé vendre des affaires à du monde. C'est pas vrai? Oui, c'est ça. C'est pas vrai. La vente dans le sang. Ouais. Merci, Zach, d'avoir participé. C'était vraiment nice. J'ai vraiment beaucoup appris, honnêtement. C'est un monde qui, moi, est complètement... j'ignore tout qu'est-ce que... J'ignorais beaucoup de choses, à cette heure un peu moins, par rapport à tout ce qui est start-up et tout ça. Puis j'apprécie, il y a beaucoup d'informations que tu m'as données que je trouve très intéressantes puis pertinentes. Fait que merci d'avoir participé au podcast. Ça fait plaisir. Je suis content d'avoir brisé la glace dans ton nouveau... Oui. Je suis bien content. Puis je sais pas si je l'ai mentionné, mais... Pour finir, c'est un peu grâce à toi qu'on est là aujourd'hui parce que c'est toi qui m'as suggéré de venir ici. Ben ouais, c'est une affaire de network. Ouais, exact. On parlait du réseau tantôt. Ben on dit merci à Annie. Oui, Annie puis Daniel. Puis toute l'équipe au fond. Toute l'équipe du Centre des Arts. Si vous n'avez rien à faire, venez au Centre des Arts. Trouvez-vous un événement. Moi, je pense que le Centre des Arts, c'est the place to be. Ah ouais? Sérieusement, moi, je viens ici. Il y a des shows ici, des fois. Il y a des bons shows qui s'en viennent. Comme honnêtement, ils ont sorti de la programmation. Là, puis, fait que non, sérieux, moi, je trouve que c'est le fun ce qu'ils font. Puis c'est de qualité. Avant même que je sois ici, là, je trouvais vraiment que ce qu'ils faisaient, la manière leur image de qualité, comment est-ce que la mais la bâtisse est entretenue. Extrêmement beau. C'est super nice. Fait que venez au Centre des Arts. Puis encore merci, Zach. Yes, ça fait plaisir, ça.